Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bonjour, chers auditrices et auditeurs, je suis Ruben Antoine, l'animateur du podcast L'Investisseur transformé. Aujourd'hui, nous allons continuer notre discussion concernant les impacts d'un divorce pour les couples mariés sur leurs actifs, leurs biens, leurs investissements, comment tout cela est séparé, quelles sont les règles, quelles sont les exclusions. Donc, nous recevons encore une fois l'avocat en droit familial Louis Dessureau pour nous aider à naviguer le tout. Cet épisode, c'est la partie 2 de la conversation que nous avons commencée avec Louis lors du dernier épisode où nous avons déjà survolé tous les biens qui font partie du patrimoine familial. Donc, il est très important d'écouter ce dernier épisode sorti le mois passé avant d'écouter celui d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous dis tout de suite, faites pause. Allez écouter la partie 1 sur le sujet du patrimoine familial sorti le 17 octobre dernier, car la conversation d'aujourd'hui reprend là où on s'est arrêté la dernière fois et nous allons maintenant couvrir les régimes matrimoniaux, qui sont en gros comme une deuxième catégorie de biens, si je peux dire, le patrimoine familial étant le premier. Donc oui, cette deuxième catégorie de biens, les régimes matrimoniaux, qui incluent plusieurs autres actifs qui ont leurs propres règles de partage et comment ces actifs, ces biens sont séparés en cas d'un divorce. 2 épisodes sur le divorce, oui, donc on peut se demander pourquoi on parle autant de divorce sur un podcast financier. Bien, c'est simplement pour informer. Parce qu'au Canada, environ 40% des mariages se terminent en divorce. C'est presque la moitié, je sais, c'est triste, mais c'est la réalité. Donc 40%, c'est une grande proportion de mariages. Et ces séparations-là ont un impact énorme sur les finances des gens, sur leur patrimoine financier. Donc, plusieurs veulent comprendre comment fonctionne la division des biens en cas de divorce ou les gens veulent simplement connaître leurs droits. Donc, j'espère que ces 2 épisodes de notre série sur le droit familial vont justement vous aider et vous informer sur ce sujet. Louis, content de te revoir sur un autre épisode du podcast L'Investisseur transformé. Merci. Donc, on va continuer la discussion qu'on a commencé dans le dernier épisode. On a couvert plusieurs tenants et aboutissants de tout ce qui entoure le patrimoine familial. Là, on va plonger dans, si je peux dire, le deuxième niveau, les régimes matrimoniaux. On va aller directement là-dedans. Quelle est la différence, si je te demande, entre un régime matrimonial et le patrimoine familial, comme qu'on a couvert dans le dernier épisode? Bon, 2 grosses différences. C'est pas les mêmes biens, donc on pourra en discuter, mais en gros, le patrimoine familial visait les biens traditionnels de la famille, là, la maison, les régimes de retraite, les voitures, les meubles. Les régimes matrimoniaux visent le reste. Puis la grosse différence pour les régimes matrimoniaux, c'est que la plupart du temps, on a le choix. Le patrimoine familial, c'était obligatoire pour tous les gens qui habitent au Québec lors de leur divorce. Le régime matrimonial se décide, première différence, au moment du mariage. Donc, ce n'est pas au moment du divorce. Et on a un certain choix. Donc, on a 3 types de situations là, qu'on voit souvent. La société d'acquêt, qui est le régime légal pour les gens qui n'ont pas de contrat de mariage au Québec. La séparation de biens. La plupart des gens qui signent des contrats de mariage nous arrivent avec un contrat de mariage en séparation de biens. Et ensuite, on a les gens qui sont soumis à des régimes étrangers, parce que, comme je viens de le dire, là, c'est au moment du mariage. Donc, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent maintenant. Les immigrants qui viennent habiter au Québec, qui se sont mariés, qui étaient domiciliés à l'étranger, vont être soumis à des régimes étrangers. C'est quelque chose en pratique. C'est ça la grosse différence avec le patrimoine familial. Et ça peut être mélangeant, hein, parce qu'un immigrant qui s'est marié à l'extérieur du pays et a une maison et, on va dire, un compte CELI qu'ils ont éventuellement bâti ici, ils se divorcent. La maison, c'est lié avec où ils résident maintenant. Donc, ça va être, même s'ils sont mariés à l'étranger, ils doivent peut-être séparer la maison parce qu'ils vivent au Québec maintenant. Mais le CELI va être soumis à ce qui a été conclu dans leur contrat de mariage ou, en tout cas, les termes et conditions basés sur le pays d'origine.
Oui, effectivement. Et je ne te cacherai pas que dans certains exemples spécifiques, ça peut causer des fois des maux de tête parce que les régimes matrimoniaux étrangers ne prennent pas nécessairement en considération que le patrimoine familial existe. Le patrimoine familial, c'est une créature québécoise. Donc, des fois, on a des règles particulières, là. J'ai vu récemment l'exemple d'un pays musulman que je ne nommerai pas, mais où finalement le régime matrimonial prévoit le paiement d'une dot assez importante pour compenser le conjoint, la conjointe, là, l'épouse, qui est désavantagée économiquement. Mais là, bon, on avait un divorce au Québec et finalement, si tu finis par payer la moitié de la maison, plus la dot, dans un cas particulier, ça faisait un très gros montant, là. Donc, ça peut, Hey, c'est un gros impact. oui, donc ça peut donner des maux de tête. Puis c'est quelque chose avec lequel on a à composer, là. C'est quelque chose avec lequel, bon, les générations d'immigrants qui sont arrivés au Québec dans les années 70, 80, 90, début 2000, bon, ils sont amplement en âge de se divorcer, hein, pour ceux qui le font. Donc, c'est quelque chose qu'on voit. Et là où je vois d'autres confusions, en tout cas pour quelqu'un comme moi, là, c'est juste le fait, encore une fois, qu'ils sont traités différemment. C'est le contraire. Les gens se sont mariés au Québec, puis là, ils décident de déménager ailleurs. Théoriquement, si j'ai bien compris ce que tu m'as partagé dans le dernier épisode, on va dire qu'ils ont une maison ailleurs à cause que le patrimoine familial est basé sur où ils résident. Ben, ils se séparent ailleurs. Le patrimoine familial ne s'applique pas. Donc, la maison n'a pas à séparer, mais s'ils avaient laissé des comptes CELI ici et tout, ça, c'est le régime matrimonial qui s'applique. Donc, ça, il faudrait qu'ils le séparent. Ben, là, il faut faire attention parce que dans ce que tu poses, il y a différentes questions. Là, il y a une question de juridiction, puis il y a une question de régime applicable. Donc, en général, les tribunaux québécois ne vont pas accepter de se mêler de divorces de gens qui sont domiciliés à l'étranger. Ça fait du sens, je comprends. OK. Donc là, ensuite, disons pour l'exemple de Québécois qui seraient déménagés en Floride, disons, Ouais. ça serait les tribunaux floridiens qui devraient décider comment ils, est-ce qu'ils reconnaissent les régimes matrimoniaux étrangers, un petit peu tout ça. Donc, c'est sûr que moi, la perspective que j'amène, même si le régime matrimonial est guidé par le domicile au moment du mariage, la perspective que j'amène, c'est celle d'un divorce devant les tribunaux québécois, là. Ah, OK, je comprends. C'est très clair. OK, on parle de la perspective au Québec, ce qui se passe au Québec. Ça fait du sens. Régime matrimonial, il y en a 3 types généraux. Société d'acquêt, séparation de biens, deuxième, et le troisième, les régimes étrangers. Parlons du premier, le régime matrimonial qu'on appelle la société d'acquêt. Peux-tu nous expliquer, parce que ça, c'est un terme société d'acquêt, on comprend qui est pas très dans le langage commun. Donc, qu'est-ce que c'est de façon simple? Disons, si on veut simplifier à l'extrême, c'est dont le patrimoine familial partageait certains biens, la valeur de certains biens accumulés pendant le mariage. La société d'acquêt partage la valeur du reste des biens accumulés pendant le mariage. Pour revenir un petit peu à ce que je disais la semaine passée, là, c'est le fameux est-ce que ma femme a le droit à la moitié? Ben ça, c'est la société d'acquêt, là. Ah, OK, OK. Donc, quand on pense à division de biens lors d'un divorce, le fonctionnement de la société d'acquêt là, est très similaire à celui du patrimoine familial comme qu'on a vu dans le dernier épisode. Mais c'est juste que c'est pas pour le même type de bien. Et oui, il y a des nuances, mais disons que si on veut vulgariser, oui, c'est très similaire. OK. Donc, on se marie, on a une société d'acquêt, tout est divisable de façon très simpliste, là. Mais parlons maintenant de quoi qu'on parle, là, justement. Quel type de bien tombe dans la catégorie des acquêts, là, de la société d'acquêt? Est-ce que ça inclut tout le reste, comme tu as dit, argent de banque, actions d'entreprise, immeubles locatifs, etc.? Ça inclut presque tout le reste. Donc, il y a certains effets personnels, certains instruments de travail qui ne sont pas dans la société d'acquêt, mais compte en banque, actions de société, CELI, immeubles à revenus, l'essentiel des biens auxquels on peut penser qui ne seraient pas dans le patrimoine familial vont effectivement être inclus dans la société d'acquêt. Encore une fois, un petit peu comme le patrimoine familial, c'est la valeur au moment du divorce qui est partageable. C'est pas nécessairement le bien lui-même, là. On l'évalue au moment du divorce. Ça peut devenir important pour certains biens. Puis je me souviens, dans notre dernière discussion, Louis, tu m'as parlé aussi qu'on parlait du patrimoine familial, qu'il y a certains biens qui n'étaient pas
inclus ou qui sont exclus, si je peux dire, qui ne sont pas sujets là, à séparation si on parle, par exemple, d'un héritage ou d'un don qu'on a reçu de notre famille. Est-ce que c'est similaire aussi dans ce cas-là pour la société hacker? Est-ce qu'il y a des biens qui sont considérés comme c'est à toi, qu'importe la situation, et ça peut être sujet à une séparation lors d'un divorce? Oui, comme on dit, ça marche essentiellement de la même façon. Donc, un bien qui t'appartenait au moment du mariage. Tu avais un compte CELI, ça valait 100 000. Ouais, Quand tu t'es marié, tu devrais garder ce compte CELI-là. exactement. Ou le bien acheté en remplacement. Donc, j'avais un immeuble à revenu, je le vends, je m'achète un nouvel immeuble à revenu. Il va y avoir un petit peu comme dans le patrimoine familial. On va regarder l'équité au moment du mariage, on va regarder la prise de valeur, on va faire le même type de calcul. Et les dons et héritages également, là. Donc, ça ressemble au patrimoine familial. Maintenant, il y a quand même une certaine nuance, je pense, qui est importante de souligner, puis que j'avais souligné à la fin du dernier épisode. Quand on est marié au Québec, on peut être soumis au patrimoine familial à la société d'acquêt en même temps. Et ça peut donner lieu à des situations, des fois, un petit peu curieuses. Ah ouais, comme quoi? Est-ce que tu as des exemples? Oui, oui, oui. Exemple que j'ai déjà vu, là, un des deux époux a un immeuble à revenu au moment du mariage. L'autre époux a le condo dans lequel les époux habitent au moment du mariage. OK? Disons qu'ils valent la même chose, là. Donc, disons, les deux n'ont pas d'hypothèque, les deux valent un demi-million au moment du mariage. Les parties se marient. Un an après le mariage, ils décident qu'ils veulent une plus grosse résidence et ils décident, bon, on va vendre et l'immeuble à revenu et le condo pour s'acheter une plus grosse résidence. C'est logique, 500 000 chaque, ça va nous donner un dépôt sur la résidence d'1 million de dollars. Dans ce cas-là, assez curieusement, parce que le condo était la résidence familiale et que le nouveau bien est un bien du patrimoine familial, la résidence familiale, il va y avoir une déduction. Par contre, parce que l'immeuble à revenu n'était pas un bien du patrimoine familial, était un bien propre, mais qui était lié au régime matrimonial, le 500 000 de cet immeuble à revenu-là ne donnera pas lieu à une déduction. Donc, en théorie, deviendrait partageable parce qu'il vient de rentrer dans le patrimoine familial. OK, juste pour clarifier, quand tu dis déduction, ça veut dire que c'est pas partageable. Exactement. Donc, un conjoint va garder son 500 000, ou du moins va garder la portion qui lui est attribuée avant l'achat de l'autre propriété. L'autre conjoint vient teinter un peu, puis ce qui lui était attribué devient divisable dans le futur. Donc, il y en a un qui est désavantagé. Oui, en mélangeant les deux. Donc, ça, c'est un comme faites attention, là, dans le sens que les biens qui sont propres au sens de la société d'acquêt ne le sont pas nécessairement au sens du patrimoine familial. Fait que ça, c'est un petit peu curieux. La plupart des gens ne le savent pas, puis ça peut donner lieu à des mauvaises surprises. Ah, je pense que la majorité des gens ne le savent pas. On regarde le marché immobilier actuel, comment les choses ont augmenté. Donc, si les gens veulent acheter quelque chose de plus gros, la famille grandit, etc., en général, ils regardent leurs biens actuels, puis ils l'utilisent, ils mettent tout ça ensemble dans le même pot pour acheter le nouveau bien. Donc, c'est une particularité que même moi, j'y penserais pas si tu m'en avais pas parlé, d'où le fait de se faire accompagner quand on fait des grosses décisions comme ça. Quand on prend les grosses décisions, surtout que la bonne nouvelle, c'est cette situation-là, bon, peut paraître injuste, je pense objectivement être injuste, là, mais il y a quand même des solutions. Dans le dernier épisode, je disais le patrimoine familial est obligatoire. C'est vrai. Par contre, on peut renoncer à ce qu'on appelle la déduction, là. Donc, on peut dire, ah, même si j'avais le droit de garder ce 500 000-là pour moi-même au moment du partage, on va le diviser 50-50. On reconnaît le désavantage de l'autre. Exactement. Donc, dans mon exemple très précis, là, où est-ce qu'on vend l'immeuble à revenu, on vend le condo, puis on achète une maison, qui serait probablement la chose la plus juste à faire, ça serait simplement d'indiquer dans le contrat notarié, encore une fois, qu'on reconnaît la situation, puis que, vu la situation, la maison va être partagée 50-50. Et ça, le notaire peut vous accompagner là-dedans. Donc, c'est bon de poser justement les questions au notaire. C'est bon, quand on est marié, puis on se pose des questions sur comment ça va être partagé au moment du divorce, votre notaire, normalement, connaît ces réponses-là. Donc, c'est bon de prévoir en amont et qu'est-ce qui se passe avec telle partie de ma mise de fonds, parce que malheureusement, on a trop souvent des gens qui disent « Oh, on avait une entente entre nous au moment de l'achat », puis je leur demande « Bon, parfait, fait que peux-tu me montrer l'acte de vente, s'il te plaît? » Puis l'acte de vente dit quelque chose de complètement différent. Tu sais, je pense que la communication, encore une fois, tu sais, je vais revenir là-dessus, mais c'est vraiment mon thème pour les époux mariés qui ne veulent pas de mauvaises surprises. La clarté,
Tu sais, on n'a pas voulu en parler au notaire parce qu'on pensait que ce serait trop compliqué. Non, payer des dizaines de milliers de dollars à des avocats pour démêler tout ça, c'est compliqué. Avoir une, Ouais, ça coûte plus cher, c'est compliqué. Ouais. avoir une discussion d'une demi-heure avec son notaire, ça ne l'est pas tant que ça. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres particularités comme ça avec les immeubles à revenus, qu'on parle des loyers ou quoi que ce soit? Oui, oui. Dans mon exemple, l'immeuble à revenu, donc la valeur au moment du mariage est propre. Par contre, les revenus que l'immeuble génère, ça fait partie de la société d'acquet. Fait que là, bon, Ah. avec les immeubles à revenus, ce qui est compliqué des fois, puis ce qui va se passer. Oh, ça c'est Ouais, complexe. Des fois, on utilise les revenus pour faire une rénovation sur l'immeuble qui après augmente la valeur de l'immeuble. effectivement, ou sinon, nous, ce qu'on a qui est vraiment complexe, on utilise les revenus pour payer l'hypothèque. Ensuite, on utilise l'hypothèque pour créer de l'équité, pour utiliser pour mise de fonds pour le nouvel immeuble. Et parce que c'est ça qu'un investisseur immobilier, c'est essentiellement ça qu'il fait, là. Qui bâtit son parc, là? Ouais, c'est ça qu'il fait. Il est toujours en train de, si on veut l'anglicisme, le leverager ses anciennes propriétés pour en acheter des nouvelles. Mais comment vous démêlez tout ça, là? L'immeuble en tant que tel avant le mariage. Parce que, juste pour clarifier, l'immeuble en tant que tel avant le mariage est propre, donc pas sujet à être séparé, mais la croissance de la valeur de l'immeuble sur ce montant-là est propre aussi, de ce que je comprends, non? Oui, Mais les loyers sont sujets à être divisés. oui. Mais les loyers payent l'hypothèque et les loyers peuvent être utilisés pour faire des rénovations, puis on peut utiliser l'effet de levier. Donc, oui, Ça peut être un mal de tête. Tu sais, je vous dirais que la solution, je pense qu'on va y arriver, là, mais la solution un petit peu facile. La solution pour ça, normalement, c'est la société de gestion, c'est la société immobilière. Parce de que, s'incorporer, genre. ben oui, parce que là, dans le fond, c'est les actions de la société qui sont acquises ou propres. Disons que cette question-là devient plus facile à évaluer, là. Est-ce qu'il y a des gens sous recommandation, ils ont 2 immeubles maintenant? Là, je parle pas des autres impacts fiscaux ou financiers, mais du côté légal en droit familial, une recommandation pourrait être avant le mariage de rouler de toute façon, en général, je suis pas fiscaliste là, mais je pense qu'on peut le faire un roulement sans impact fiscal, mais de mettre leurs immeubles dans une société de gestion pour, si on veut protéger par rapport à le risque ou toute la confusion qu'on vient de discuter. Oui, il faut faire attention. Par contre, là, il y a toujours une question quand on arrive la semaine avant le mariage, puis on a discuté avec notre future épouse d'un contrat de mariage, puis elle nous a dit non, d'aller s'incorporer la semaine avant le mariage, Ça ça va peut, causer le divorce en fin de compte. oui, ou même d'autres risques, là. Il y a une question de timing. Tout ce que je vais dire là-dessus, c'est que de manière générale, les gens qui se sont incorporés plus tôt que tard nous causent moins de maux de tête, là. Plus de manière préventive que essayer de le faire pour avant le mariage, là, j'avoue que... À moins que les gens s'entendent, là, mais ouais, À je moins que comprends. les gens. Oui, non, c'est ça. Si les gens s'entendent, il n'y a vraiment pas de problème, là. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a une question de timing. Mais de manière préventive, pour moi, ça simplifie ma job parce que si je dois qualifier, bon, est-ce que les actions sont hackées ou sont propres, c'est plus facile que de faire tout selon calcul-là avec des immeubles à revenus détenus personnellement. Et quand on parle, par exemple, juste moi, comme tu le sais, Louis, j'évolue dans la gestion de portefeuille, la gestion de placement. Donc, je me pose toujours les questions par rapport au compte de placement des clients dans le cadre d'une séparation. Donc, si quelqu'un a un compte non enregistré, donc un compte taxable, là, pas un REER, par exemple, avant le mariage. Donc, je comprends que s'il se marie, la valeur au moment du mariage reste propre, donc n'est pas sujet à être divisé. Mais qu'est-ce qui arrive si après le mariage, il y avait 500 000 dans ce compte-là, là, puis on l'enlève, on revient avec l'immobilier, on l'enlève pour acheter une maison, pour acheter un bien quelconque qui serait sujet à être séparé, là. Donc, si on l'utilise pour acheter un bien qui ne fait pas partie du patrimoine familial, on va être capable de le qualifier comme propre. Par contre, si on utilise, disons, son compte courant accumulé avant le mariage pour acheter la maison, ben là, c'est partageable. Parce que c'était pas un bien qui provenait du patrimoine familial. Hey, ton travail doit être quand même intéressant, hein? Il y en a des situations Il possibles. y a beaucoup de choses à démêler, ça c'est certain. Je parlais d'entreprises privées. Puis bon, je l'ai mentionné un petit peu, mais juste pour que les gens comprennent bien, là, ce qui est un propre ou un acquis, ce qui fait partie du régime matrimonial ou pas, c'est les actions de la société.
C'est ça qu'on détient. On détient les actions de la société. Exactement. J'ai créé mon entreprise avant mariage. Oui, mais tu sais, une entreprise, c'est pas quelque chose dont on n'est pas techniquement propriétaire de la personne morale. On n'est pas techniquement propriétaire de la société. On est propriétaire de certaines actions du capital action de la société. Donc, tu sais, quand on parle de situations particulières que nous, on voit, ben, l'émission de nouvelles actions, c'est où est-ce qu'il faut faire attention, gel successoral, disons. Ouais. Le classique. Très commun, les fiscalistes recommandent ça à leurs clients. Écoute, tu as fait tant d'argent, ta compagnie vaut tant, gèle la valeur et puis la valeur future va être accumulée dans les mains de tes enfants. Exactement. Si on parle d'une entreprise qui a été créée avant le mariage, puis là, je vais prendre un exemple, là, pas une semaine avant le mariage, 10 ans avant le mariage. Comme qu'on a dit tantôt. Pas quelqu'un qui essaie de tout réorganiser ses affaires juste avant le mariage. Là. Exactement. Homme d'affaires prospère au moment du mariage. Ça faisait 10 ans qu'il opérait une entreprise. 5 ans plus tard, son fiscaliste a une idée géniale. On va geler la valeur de ton entreprise. On va faire un gel successoral. Bon, dans le mécanisme de gel successoral, ce qui arrive typiquement, c'est qu'on va convertir nos actions ordinaires en actions privilégiées qui valent la valeur actuelle de l'entreprise et on va émettre des nouvelles actions ordinaires. Aux enfants, mettons. Ou même à nous-mêmes, aux enfants, mais disons à nous-mêmes dans ce cas-ci, OK? Donc, j'achète des nouvelles actions ordinaires pour 100 $. Mais ces actions-là, c'est des acquis. C'est là qu'il faut faire attention. Oh, ça, c'est fou quand même. Parce que du côté fiscal, ça peut être une bonne stratégie, mais il faut faire attention du côté légal. Oui, il faut faire attention parce qu'après ça, disons, on divorce un autre 10 ans plus tard, puis entre-temps, l'entreprise a pris 10 millions de valeur. Ben, en fait, c'est ce 100 $-là qui a pris le 10 millions supplémentaires. Donc, juste à cause du gel, on vient convertir une partie de la valeur de l'entreprise qui aurait pu rester complètement non partageable. On a fait une belle stratégie fiscale, mais il y a une partie qui devient partageable. Effectivement. Encore une fois, c'est une question de poser les bonnes questions à ces professionnels. De s'assurer que les professionnels se parlent. Là. Ouais, mais c'est pas leur domaine. Les gens pensent pas à ça. Hein. Ils vont voir leur comptable dit fais ça, et puis il leur montre le calcul. Ça va sûrement te faire sauver 200-300 000 en impôts. Hey, les gens disent où est-ce que je signe? Oui, exactement. Ils vont pas avoir pensé nécessairement. C'est là que toute la synergie entre professionnels et l'intégration des différents aspects de leur vie financière est importante. Là, parce qu'il faut pas que les professionnels, comme tu dis, Louis, travaillent juste en silo, hein, parce que c'est là qu'il y a des angles morts. Effectivement. Puis c'est vrai pour les gens comme moi également, là, les avocats qui font du litige, on ne peut pas travailler en silo non plus. Puis je pense que c'est important que tout le monde se parle. Ça, je pense que c'est quelque chose à retenir, là, surtout pour les gens qui écoutent, qui sont entrepreneurs, puis souvent qui ont parti leur entreprise, qui fonctionne au moment du mariage. C'est correct de faire des réorganisations, puis c'est correct de se marier. Je l'encourage, je suis moi-même marié, mais de garder en tête les conséquences des actions juridiques qu'on fait. Et pour ajouter, pour faire quoi à ce que tu viens de dire, on fait maintenant un 2e épisode sur le sujet de séparation de biens, divorce. Ça sonne bien négatif tout ça, là. Mais le but du podcast, c'est vraiment d'informer, hein, que les gens se sentent outillés. C'est une des plus grosses décisions que quelqu'un prend dans sa vie. Donc, au moins de rentrer dans cette décision-là. On ne dit pas que les gens ne doivent pas se marier, là. Ils doivent rentrer dans les décisions en connaissant leurs droits. C'est pour informer et aider les gens à comprendre leurs droits et leurs obligations et les conséquences qui peuvent s'en suivre. Oui, c'est définitivement ça le but. Malheureusement, statistiquement, il y a un pourcentage des gens qui se marient, qui vont finir par se divorcer. Puis, bon, je sais que des fois, les avocats, il y a une certaine image que les gens ont. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on a assez de travail. Donc, en fait, si les gens peuvent prendre des conseils qui vont réduire notre quantité de travail, puis qui vont rendre les choses plus faciles, si le négatif devait arriver, c'est vraiment ça le but, là. Donc, on parle beaucoup de biens qui sont séparables, puis avec tout le concept de la société d'acquêt, on comprend que en plus du patrimoine familial, tout le reste pourrait être séparable. Mais revenant à ce qui n'est pas partageable, justement, là, les dons et héritages, c'est jamais partageable. Dans le fond, si moi, je reçois un héritage et je l'investis, la croissance n'est pas partageable, mais aussi les revenus, les dividendes, les intérêts. Comment ça fonctionne, ça? Ça dépend. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est prévu au Code civil que les fruits et revenus seront partageables, sauf si le donataire le spécifie. Donc, si le testament prévoit que les fruits et revenus ne seront pas partageables, ça ne sera pas partageable. Si l'acte de don prévoit que les fruits et revenus ne seront pas partageables, ça ne sera pas partageable.
Donc, c'est une question de mettre les choses par écrit, puis c'est une question de rédaction. Donc, les deux sont possibles. Les gens doivent s'assurer que dans leur testament, non seulement ils mettent leurs bénéficiaires, si je décède, tout va à ma fille, il faut qu'il y ait la clause et les fruits et revenus de ce héritage-là là, n'est pas partageable pour que quand elle reçoit, si et quand elle reçoit l'argent, elle l'investisse, que les dividendes d'intérêt restent aussi à elle dans le futur. Oui, puis la même chose pour les actes de donation, là, la même chose. C'est vraiment ça l'idée, là. Les professionnels sont au courant. C'est vraiment juste une question de communication, puis de s'assurer que finalement, ce qu'on avait l'intention de faire, ben, c'est ça qui arrive en réalité. OK, donc ça fait un bon survol, Louis, du premier régime, qui est un peu le régime par défaut, là, si on ne fait pas de choix, qui est le régime matrimonial de la société d'Aquet. Mais il y a un autre choix qui est possible. L'autre choix, c'est de pas aller avec le régime par défaut, mais de signer un contrat de mariage. C'est là qu'on tombe dans la deuxième catégorie, le deuxième régime matrimonial qu'on appelle le régime de la séparation des biens. C'est quoi les options que ce contrat-là offre au couple? C'est quoi les implications aussi de faire un choix de faire un contrat? Ben, la première des choses au niveau des contrats de mariage, ce qu'on voit effectivement le plus souvent pour contrat de mariage, c'est séparation de biens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas obligatoire d'être en séparation de biens si on fait un contrat de mariage. Il y a quand même une liberté contractuelle. Donc, on pourrait prévoir une espèce de société d'acquet moins. On va marcher en société d'acquet, mais certains biens ne seront pas partageables. OK, donc on peut dire juste mon entreprise n'est pas partageable, mettons. On pourrait en théorie. Donc, c'est ça que je disais, la différence entre les régimes matrimoniaux et le patrimoine familial, c'est vraiment au niveau du choix, là. Ou on pourrait même décider que, disons, moi et ma femme, on veut littéralement tout partager. Donc, peu importe les dons, peu importe ce qu'il y en avait avant mariage, 50-50, ça également, ça serait possible. Donc, on peut faire un partage où est-ce qu'on restreint le partage. Donc, les actions de telle entreprise, peu importe justement si je fais ma restructuration, ce ne sera pas partageable. Puis c'est prévu, j'accepte de partager tout le reste, mais ça, même si mon fiscaliste ne fait pas de vérification, c'est pas grave. Ou on peut prévoir exactement le contraire, qui est même si ça ne serait pas partageable, tout va être partagé. Donc, on a une liberté contractuelle. En réalité, ce qu'on voit la plupart du temps qu'un contrat de mariage, c'est une séparation de biens. Donc, les biens qui ne sont pas dans le patrimoine familial ne seront pas partageables. On voit aussi, moi j'ai vu récemment, puis je trouvais que c'était quand même une bonne idée, c'est un contrat de mariage où c'est prévu que les biens du patrimoine familial seront partagés même si on est à l'étranger. Parce que comme on disait, si on divorce à l'étranger, le patrimoine familial ne s'appliquera pas nécessairement. Parce qu'il est là avec où est-ce que tu vis là, au moment du divorce, oui. Exactement. Sauf que quand on signe un contrat de séparation de biens, des fois on se dit, ça ne me dérange pas de ne pas partager l'entreprise parce qu'au moins j'aurai ma part de la maison et des régimes de retraite. Sans rentrer trop en détail, il y a quand même une panoplie de choix qu'on peut faire au moment du mariage pour des arrangements entre nous, là. C'est pas limité. C'est vraiment flexible et on peut le personnaliser, là, dépendant de notre entente entre conjoints. Puis, ça me fait penser, Louis, on entend souvent parler des fameuses ententes prénuptiales, là, ce qu'on appelle les prenup aux États-Unis. Tu sais, on est tous familiers, on voit à la télé les célébrités ou les riches familles qui parlent de signer un prenup parce que la jeune héritière va marier quelqu'un de classe sociale plus, si je peux dire, commune. Est-ce que c'est à ça qu'on fait référence quand on parle de contrat de mariage au Québec? Est-ce que c'est le fameux prenup? Pas vraiment. Il y a deux choses à dire qui différencient, puis je pense un petit conseil pour les gens qui pensent un jour déménager aux États-Unis. La première des choses, c'est qu'il y a beaucoup de prenup américains qui ne traitent pas seulement du partage des biens. Puis ça, je l'ai mentionné très rapidement en passant au dernier épisode, mais quand on se divorce au Québec, il y a également des droits alimentaires. Et aux États-Unis, il y a quand même plusieurs juridictions dans lesquelles on a le droit de prévoir de limiter la pension alimentaire pour épouse. Ah ouais, de ne pas avoir à payer tant à notre ex-conjoint ou conjointe par mois ou par année. OK. Exactement. Et ça c'est pas possible au Québec. OK. C'est un droit acquis au Québec. C'est un calcul, il faut le payer. Pour épouse, c'est pas un calcul. C'est différents facteurs, mais on peut pas dire « je le demanderai pas au moment du divorce ». OK. Le contrat de mariage qu'on parlait tantôt, on peut pas s'entendre, je vais pas te payer ça parce qu'on s'est entendu. Non, exactement. Des fois, on a des clauses particulières, donc je vais te payer un tel montant par année ou tout ça.
Il y a certains petits arrangements qui peuvent être faits. Je ne rentrerai pas trop là-dedans, mais de simplement dire, j'aurai pas de pension pour épouse à payer à la fin du mariage. Ça, au Québec, on ne peut pas le faire. Dans certains prenups américains, on peut le faire. Autre petite chose, puis ça s'applique pour les gens qui voudraient aller habiter aux États-Unis. La plupart des États américains prévoient que pour qu'un prenup ou un contrat de mariage soit valable, il faut avoir bénéficié de conseils juridiques indépendants. Ici au Québec, on peut simplement aller voir un notaire, faire un contrat de mariage. Il y a plusieurs États américains où un contrat simplement signé devant notaire, dans lequel il n'y a pas eu d'échange d'informations financières, ça ne serait pas suffisant. Donc, si le couple a un enjeu, qui veut un contrat de mariage qui sera reconnu aux États-Unis, il faut aller voir des avocats. Il faut aller voir des avocats puis consulter des avocats. Parce que votre risque, sinon, si on va simplement voir un notaire, séparation de biens, parfait, on déménage aux États-Unis, il y a un risque assez sérieux que dans certains États, ce contrat-là ne soit pas reconnu. OK. Hein, c'est vraiment intéressant de voir les différences et les nuances entre les deux. Mais on parle beaucoup, Louis, de contrat de mariage, de séparation de biens. Quand on parle de l'aspect humain, là, ou même toi, dans ta pratique, comment ça se passe généralement, cette discussion-là entre futurs mariés qui veulent signer un contrat de mariage? Parce que j'imagine, c'est pas très romantique comme discussion. Là, on s'aime, on planifie notre mariage, puis là, hey, si on se divorce, voici ce qui reste à moi, voici ce que je garde. Est-ce que c'est un sujet difficile à aborder? C'est peut-être un sujet difficile à la maison. Je vais te dire, pour la bonne nouvelle, pour moi, c'est qu'en général, quand les gens viennent me voir, le sujet a déjà été abordé avant de venir me voir. C'est un bon point. La partie un peu inconfortable est faite à la maison. Des fois, il en demeure. Je négocie quand même assez fréquemment des contrats de mariage là, avec des avocats représentant l'autre futur époux, future épouse. Je dirais qu'en général, c'est assez courtois puis ça se passe bien. S'il y a quelque chose à retenir des 2 épisodes qu'on vient de passer ensemble, c'est que les négociations qui se passent bien sont des négociations claires, selon moi. OK? Sont des négociations où est-ce que finalement les attentes de part et d'autre sont assez claires, puis les gens ont une bonne idée de où est-ce qu'ils veulent s'en aller avec ça. Parce que moi, j'en ai conseillé justement des futures épouses, des futurs époux qui étaient plus désavantagés financièrement, mais qui venaient me voir avec le projet qu'ils avaient reçu de leur futur époux, future épouse, qui avait été rédigé par un autre avocat. Je ne prends pas de pincettes, je leur explique exactement ce que c'est. Les conséquences possibles aussi. Les conséquences, mais la plupart des gens m'ont répondu oui, c'est ce que ma future épouse ou mon futur époux m'avait déjà dit. OK? Donc, tu sais, à ce moment-là, je te dirais que c'est pas particulièrement difficile. Puis c'est pas si inconfortable que ça parce que, justement, le travail de communication avait déjà quand même été fait. Là. Donc, moi, de ce côté-là, c'est sûr, ce que je recommande à ce niveau-là, c'est d'être clair. Non, c'est pas très romantique, mais statistiquement puis potentiellement, comme je dis, si ça peut sauver un litige de plusieurs dizaines de milliers de dollars parce que on n'était pas trop sûr, puis on savait pas trop, puis je pensais que ça, c'était pas partageable, ou je pensais que ça, c'était partageable, je dirais que d'avoir déjà les attentes à l'intérieur du couple, là, c'est sûr que c'est une meilleure pratique. Là. Oui, et je suis d'accord avec toi, lui et moi, comme je dis tout le temps aussi, c'est un sujet un peu tabou, je peux comprendre dans un couple de commencer à parler de divorce. S'il y en a une personne dans le couple qui amène ça sur la table comme point de discussion, c'est très normal que l'autre pourrait réagir de façon naturelle. Ah, pourquoi tu veux parler de ça? Est-ce que tu penses qu'on va se divorcer? Déjà là, il peut avoir un côté défensif, mais comme je dis tout le temps par rapport à ça, toujours mieux de parler de ces affaires-là, si c'est possible, quand on s'aime, qu'on a des bonnes intentions. En général, si on rentre dans un mariage, c'est parce qu'on voit le futur positivement, que attendre quand il y a des conflits pour en parler. Et l'analogie que je fais, c'est un peu si on parle d'un sujet que certaines personnes trouvent très plate, qui est l'assurance. On va parler de quelle assurance prendre pour la maison au cas où ça passe au feu. C'est pas parce qu'on veut que la maison passe au feu. Hein? On souhaite que ça arrive jamais. Mais c'est une question de, au cas où ça arriverait, quelle assurance qu'on prend. Donc, je sais que c'est pas pareil, mais c'est pas parce qu'on souhaite divorcer qu'on en parle, c'est juste d'avoir les attentes et de discuter ces affaires-là en avance quand ça va bien. Et on souhaite que ça arrive jamais, en fait. C'est ma petite analogie pour aider les gens à rentrer dans cette discussion-là. Je pense qu'elle est bonne.
Je pense qu'elle est bonne. C'est une bonne analogie. Je l'aime. Louis, je te remercie beaucoup pour ton temps, ton expertise au courant des 2 derniers épisodes. Avant qu'on se laisse, est-ce que tu as soit un sommaire ou un conseil final ou juste un mot de la fin pour nos auditeurs et auditrices? Ben, le mot de la fin, c'est je te remercie pour l'opportunité. Ah, merci à toi. Donc, ça m'a fait plaisir de participer à ces 2 épisodes-là. Et comme je dis, je souhaite la meilleure des chances et beaucoup de plaisir dans leur mariage à tous tes auditeurs. Oh, c'est une très bonne façon de finir ça, Louis. C'est une note positive par rapport à tout ce qu'on vient de discuter. Donc, à tous les auditeurs et auditrices, je vous remercie aussi pour votre écoute et on se voit dans le prochain épisode de l'Investisseur transformé. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.